Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voici donc l'avant-dernier cours d'immunologie consacré aux lymphocytes T et au thymus. Il sera enregistré en deux parties. Alors on a déjà beaucoup parlé bien évidemment des lymphocytes T, du TCR et de leur structure, mais voici pour la première fois plus en détail ce dont on parle. Donc vous avez ici la comparaison du BCR et du TCR. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a des similitudes. On voit tout de suite qu'on a affaire à des protéines de la superfamille des immunoglobulines, dans un cas comme dans l'autre, avec ces ponts disulfure qui créent ces domaines. Il y a aussi des différences. Donc en fait, le TCR est constitué de deux chaînes, une chaîne alpha, une chaîne bêta, et comme on le verra plus loin, d'autres lymphocytes T utilisent une chaîne gamma et une chaîne delta. Une des différences, c'est que le TCR a un seul site de fixation pour son épitope, en l'occurrence un peptide, alors que, vous vous souvenez, le BCR et les immunoglobulines ont deux FAB et pourront donc fixer deux épitopes identiques. On retrouve une organisation avec des parties variables et des parties constantes, tant pour le TCR que pour le BCR. Alors il y a à l'extrémité, je dirais, des parties variables, aussi bien pour la chaîne alpha que pour la chaîne bêta. Il y a des régions dites hypervariables. Il y a trois régions hypervariables sur la chaîne bêta, 1, 2 et 3, et trois régions hypervariables pour la chaîne alpha, 1, 2 et 3. On va laisser tomber ceci. Alors clairement, la région qui va entrer en contact avec le peptide, c'est la région hypervariable qui est ici et qu'on va appeler le CDR3, qui est donc constitué en partie de la chaîne alpha et en partie de la chaîne bêta. Et c'est donc ce CDR3 qui va jouer un grand rôle dans la reconnaissance du peptide, alors que, souvenez-vous, ça c'est fort important, le TCR reconnaît un complexe formé par le peptide et la molécule du CMH, donc il y a une interaction directe entre le TCR et le CMH, et c'est plutôt au niveau des régions, des autres régions hypervariables, CDR1 et CDR2, que la reconnaissance du CMH va se produire, alors que le CDR3 lui-même interagit plutôt avec le peptide. Et très logiquement d'ailleurs, le degré de variabilité, il est principalement situé, l'hypervariabilité se trouve principalement au niveau du CDR3. Il y a des techniques ultramodernes, je dirais, de séquençage des RNA messagers cellule par cellule, où on peut analyser chez un patient donné la proportion de lymphocytes T dirigés contre un épitope donné uniquement en séquençant le CDR3. J'ai repris ici un article tout récent d'un journal de biologie moléculaire qui peut, sur la seule base de la séquence d'acides aminés du CDR3, déterminer la nature du peptide qui va être reconnu. Donc il va de soi que c'est des techniques d'une extrême efficacité, notamment si on essaie de savoir si un patient a dans son sang des lymphocytes T qui pourraient le protéger du Covid, par exemple, qui est une question d'actualité. Il y a quelques années d'ici, on aurait dû incuber les lymphocytes T du patient donné avec des antigènes viraux, regarder s'il y a une prolifération, etc. Avec toutes les difficultés de quantification que cela implique. Actuellement, par ce type de technique de séquençage qui prend quelques minutes, on va pouvoir déterminer la proportion de lymphocytes T spécifique d'un antigène donné, indépendamment du CMH, puisque le CDR3 reconnaît surtout le peptide et pas le CMH. Voilà, donc simplement pour vous rappeler cette interaction du TCR avec ce complexe formé par la molécule de CMH, ici une molécule de classe 1 en l'occurrence,
le peptide qui est présenté, et le CDR3 qui va être la partie du TCR qui entre directement en contact avec le peptide, alors que les CDR1 et CDR2 vont plutôt intervenir dans l'ancrage sur la molécule de CMH. Alors ça, c'est la façon, je dirais, physiologique d'interagir avec le TCR. Voici quelque chose qui n'est pas physiologique, qui est une subversion, donc c'est une sorte de stratagème utilisé par les agents infectieux pour, en quelque sorte, brouiller les cartes, à la fois pour contourner les défenses immunitaires, mais dans certains cas, quand le système dérape, cela peut donner des catastrophes que nous allons illustrer dans les minutes qui viennent. C'est la notion de superantigène. Alors, qu'est-ce qu'un superantigène? Les superantigènes, ce sont des molécules d'origine microbienne. Donc, il n'y a pas de superantigène, je dirais, codé par notre génome, qui vont, donc ça c'est le cas le plus classique, je dirais, ce sont des superantigènes qui sont solubles, qui vont s'accrocher d'une part sur la chaîne alpha d'une molécule du complexe majeur d'histocompatibilité et sur une partie de la chaîne bêta du TCR, indépendamment de la spécificité du CDR3. Si bien que ce superantigène va être capable de ponter, de chanter, pourrait-on dire, le TCR et complètement transgresser la spécificité fine de ce dernier et activer ainsi une grosse proportion des lymphocytes T de façon tout à fait aberrante. Alors ici on parle d'un superantigène exogène, donc ça veut simplement dire qu'il est présent sous forme soluble. Et c'est ce qu'on va rencontrer, je vais l'illustrer, dans de nombreuses infections bactériennes, enfin de nombreuses, en tout cas liées à des bactéries à gram positif comme les staphylocoques et les streptocoques. On a également décrit certains virus, notamment des virus animaux, qui codent pour une protéine aux propriétés superantigéniques. Et donc dans ce cas-là, la cellule qui est infectée va exprimer à sa surface une protéine d'origine virale qui aura exactement les mêmes propriétés. C'est pour ça qu'on parle ici de superantigène endogène. Alors ça n'a jamais été clairement démontré pour un virus rencontré chez l'homme, mais notamment dans le fameux orage cytokinique dont on parle beaucoup dans le Covid, certains auteurs, mais ça n'a pas été démontré, postulent que certaines protéines virales pourraient avoir ce rôle cette propriété super antigénique. Donc, en résumé de tout ceci, les superantigènes sont capables de se lier directement à certaines chaînes V-bêta du TCR, en dehors des régions CDR3, et donc en dehors du site de fixation au complexe peptide CMH. Les superantigènes bactériens qui sont solubles doivent bien s'accrocher à quelque chose, et donc ils s'accrochent d'une part sur la chaîne V-bêta du TCR, mais d'autre part sur une des chaînes, la chaîne alpha, de la molécule du CMH de classe 2. Et de cette façon-là, ils vont stimuler une grande proportion des lymphocytes T qui possèdent un segment V-bêta, voire parfois plusieurs segments V-bêta, parce que un même superantigène peut parfois se lier à différentes chaînes, à différents segments V-bêta, totalement indépendamment de la spécificité fine du TCR en question. Alors, juste à titre d'exemple, évidemment, vous avez ici deux bactéries extrêmement importantes en clinique, le staphylocoque doré et le streptocoque pyogenes. Et vous avez ici le nom de toxines que ces bactéries produisent et leur capacité à se fixer à certains segments V-bêta du TCR. Hein, vous souvenez-vous, dans cette recombinaison, ça ce sont tous les segments possibles pour la chaîne bêta. Et selon les lymphocytes T que vous allez trouver, ils auront soit une chaîne V-bêta 8, soit une chaîne V-bêta 20. C'est les principes de réarrangement aléatoire dont on a parlé en détail pour le BCR. Eh bien, si vous prenez par exemple la toxine SEA de staphylocoque doré,
elle va être capable de se fixer au V-bêta 1, au V-bêta 5, au V-bêta 6, au V-bêta 7, au V-bêta 9, etc. Vous imaginez que cette toxine va être capable d'induire une prolifération majeure de beaucoup de lymphocytes T, qui va s'accompagner de conséquences parfois dramatiques, une libération massive de cytokines inflammatoires, mais aussi qui va permettre à la bactérie de persister. Alors, on a découvert les superantigènes en essayant d'expliquer un syndrome de choc. Donc, le choc, vous avez vu, vous allez voir dans vos cours d'homéostasie ce dont il s'agit. Donc, c'est une sorte de chute dramatique de la perfusion d'organes vitaux comme le cerveau, les reins, etc., liée à une vasoplégie. Donc la vasoplégie, c'est une perte des résistances vasculaires avec une chute de la pression artérielle. Alors il y a des chocs, notamment le choc dont j'ai parlé dans le cours sur l'immunité naturelle avec l'endotoxine, le LPS. Mais ici, c'est un choc tout à fait différent qui n'est pas lié à la présence d'une bactérie à gram négatif dans le sang, mais qui est lié à une toxine libérée par du staphylocoque doré. Et en fait, on s'est aperçu de ça en essayant de comprendre, dans les années 70-80, en essayant de comprendre pourquoi de jeunes femmes avaient développé un choc extrêmement sévère. Et dans l'enquête qui avait été réalisée à l'époque, on avait vu qu'un des points communs de toutes ces jeunes femmes était qu'elles étaient réglées au moment du choc et qu'elles utilisaient toutes la même marque de tampon. Et en fait, on a pu comprendre que toutes ces jeunes femmes avaient au niveau vaginal une prolifération d'un staphylocoque doré produisant une toxine bien particulière et que, à partir d'une certaine concentration de cette toxine, elle passait de la circulation sanguine et provoquait ce syndrome de choc. Alors en étudiant les propriétés de la toxine en question, on a pu comprendre qu'elle avait cette propriété superantigénique et c'est à ce moment-là que le terme de superantigène a été créé. Alors pourquoi le tampon? Tout simplement pour des raisons physico-chimiques bien particulières. Certaines marques de tampons pouvaient induire la prolifération du staphylocoque en question et la production des toxines, mais il est clair que ce n'est pas lié uniquement à une seule marque de tampons et que c'est un phénomène qui a été observé, qui est encore observé occasionnellement de nos jours. Donc la présence de superantigènes provoque une activation non spécifique du système immunitaire avec libération massive de cytokines, ce qu'on appelle maintenant le cytokine storm, la tempête ou l'orage cytokinique. La réponse spécifique est généralement inhibée, c'est ça évidemment qui profite au pathogène. Le pathogène n'a aucun intérêt à nous tuer, ceci est une sorte d'aberration du système, mais par contre le pathogène a un intérêt à brouiller un petit peu la communication physiologique du système immunitaire pour arriver à ses fins. Il n'y a pas que dans cette situation dramatique que les superantigènes sont impliqués, ils le sont aussi dans quelque chose dont je vous parlerai pour les médecins dans le cours de maladies infectieuses, qui est l'intoxication alimentaire qui peut provoquer nausées, vomissements et diarrhée dans les heures qui suivent l'ingestion d'un aliment. C'est une toxine staphylococcique qui est impliquée avec ces mêmes propriétés superantigéniques. Des phénomènes plus chroniques comme la polypose nasale, la sinusite chronique peuvent également être attribués à certaines propriétés superantigéniques. Dans l'ordre du dramatique, certaines bactéries autres que le staphylocoque, en l'occurrence le streptocoque pyogène, secrète lui aussi des superantigènes avec des conséquences tout à fait dramatiques. Donc là aussi, on peut prouver que ces superantigènes profitent à la bactérie et facilitent ainsi sa persistance, mais avec des tableaux tout à fait dramatiques, notamment celui de fascite nécrosante, une bactérie mangeuse de chair, etc., dont vous avez peut-être entendu parler, où la présence de cette toxine superantigénique va provoquer une réaction inflammatoire majeure, une coagulation disséminée et une nécrose des tissus extrêmement extensive.
Alors, je vous ai dit tout à l'heure que il y avait la plupart des lymphocytes T du sang utilisent un récepteur constitué de deux chaînes, une chaîne alpha et une chaîne bêta. C'est vrai, donc ce sont ceux-là qu'on va trouver à 95% dans le sang. Et dès lors, toutes les connaissances immunologiques des années du XXe siècle et du début du XXIe siècle ont surtout été basées sur les propriétés de ces lymphocytes T sanguins alpha-bêta. On ne les trouve pas que dans le sang, on les trouve aussi bien évidemment dans les ganglions lymphatiques, etc. Néanmoins, depuis une trentaine d'années, on a constaté que si on va voir notamment dans les tissus, dans les épithéliums par exemple, on voit d'autres lymphocytes T qui ont clairement des propriétés de lymphocytes T, mais qui ont aussi des propriétés différentes des alpha-bêta, et notamment leur récepteur n'est pas constitué d'une chaîne alpha et d'une chaîne bêta, mais d'une chaîne gamma et d'une chaîne delta. Et on en parlera dans la deuxième partie du cours. Alors justement, venons-en à l'organisation des gènes du TCR. Donc elle est, elle est similaire à celle des gènes du BCR et des immunoglobulines. Donc comme je vous l'ai dit, il y a deux types de TCR possibles. Ceux dont on parle surtout, mais qui ne sont pas nécessairement les plus importants, mais qui sont en tout cas les mieux connus, qui sont les alpha-bêta, avec une chaîne bêta qui est plus longue que la chaîne alpha. On pourrait donc dire que la chaîne alpha est l'équivalent de la chaîne légère du BCR, la chaîne bêta l'équivalent de la chaîne lourde. Mais un deuxième type de TCR est également décrit sur certains lymphocytes T, notamment présents au niveau des muqueuses, qui sont les lymphocytes T gamma delta. Bien évidemment, il s'agit de gènes différents et un lymphocyte T va soit entre guillemets choisir d'exprimer alpha bêta ou gamma delta, mais pas les deux. Alors voici l'organisation des gènes du TCR. Et donc vous voyez, je vous ai dit que la chaîne alpha était plus courte que la chaîne bêta. C'est le cas puisque la chaîne alpha n'a pas de segments géniques de région D, diversité. Et donc pour la chaîne bêta, vous avez 57 possibilités, 57 segments géniques V, 13 segments géniques J et 2 segments géniques D, alors que pour la chaîne alpha, vous n'avez pas de segment D. Remarquez en passant que le degré de diversité est clairement moindre pour les gamma delta que pour les alpha-bêta, et ça fait d'ailleurs partie des propriétés qui sont différentes. Ce sont des lymphocytes T dont la diversité, le type d'antigène reconnu est beaucoup plus limité que les lymphocytes T alpha-bêta dont on a parlé depuis le premier cours. Alors, les régions constantes n'ont pas grande importance ici, puisque le TCR n'est jamais sécrété, il est toujours membranaire. Et donc, autant la région constante des immunoglobulines est fondamentale pour déterminer leurs propriétés d'activation du complément, etc., autant pour le lymphocyte T, elles n'ont qu'un rôle d'ancrage au niveau de la membrane, et donc ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors tout ça va être réarrangé à partir d'une séquence germinale. On va avoir ce réarrangement, on va choisir les différents V, les différents D, les différents J, tant pour la chaîne alpha que pour la chaîne bêta, et tout ça va constituer le TCR avec sa chaîne alpha et sa chaîne bêta. Alors les enzymes qui interviennent dans ces réarrangements sont les mêmes que celles qui interviennent au niveau du lymphocyte B, donc les recombinases 1 et 2. Et donc je vous rappelle que si on a un déficit de ces recombinases, on aura une absence de lymphocyte T et une absence de lymphocyte B. Bien évidemment, un lymphocyte T ne peut pas exprimer de BCR et un BCR ne peut pas exprimer de TCR, donc c'est le deuxième point.
La diversité du TCR, ben, elle repose d'une part sur ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le réarrangement, la recombinaison, c'est pareil, des segments géniques, VDJ et VJ, et tout comme dans le lymphocyte B, une diversité jonctionnelle, c'est-à-dire un collage volontairement imprécis, si je puis dire, de ces différents segments où on va ajouter des nucléotides de façon aléatoire ou bien palindromique, mais tout ça va générer un degré de diversité additionnel et de façon très importante. Grand tuyau, qui a une extrême importance, c'est enfin une extrême importance au terme relatif, c'est le fait qu'il n'y a pas d'hypermutation somatique au niveau du TCR. Dès lors, voilà, donc voilà, il n'y a pas d'hypermutation somatique parce qu'on considère que dans le cas du lymphocyte T, le risque d'avoir une hypermutation somatique pourrait favoriser des phénomènes auto-immuns, pourrait introduire une perte de la reconnaissance des molécules du complexe majeur d'histocompatibilité, etc. Alors, on considère que l'hypervariabilité est la plus grande au niveau du CDR3, alors qu'elle est nettement moins marquée au niveau du CDR1 et du CDR2. C'est assez logique, puisque le CDR1 et le CDR2 sont surtout responsables de l'interaction avec la molécule du CMH, et donc il n'y a pas vraiment de raison d'avoir une hypervariabilité à ce niveau-là. Par contre, le CDR3, lui, interagit avec le peptide, et c'est à son niveau que la variabilité va être la plus grande. Alors voici le TCR, donc avec sa chaîne alpha, sa chaîne bêta, et remarquez ces portions intracytoplasmiques extrêmement limitées qui vont être responsables du fait que le TCR a besoin d'autres protéines pour conduire le signal d'activation vers l'intérieur de la cellule. Et donc il y a un ensemble de protéines auxquelles on donne des noms de lettres grecques, hein, epsilon, delta, zeta et gamma, qui vont s'arranger en homodimère pour le zeta ou en hétérodimère pour epsilon, gamma et epsilon, delta. Donc on parle bien de 4 gènes différents, 4 protéines différentes qui s'organisent de cette façon-là. Et collectivement, on les appelle le complexe CD3. Donc ça illustre bien ce que je vous avais expliqué avec la découverte, je dirais, un petit peu dans l'obscurité, hein, des premières protéines membranaires explorées à l'aide des anticorps monoclonaux. Au départ, on n'avait évidemment pas compris que tout ce système présent à la surface des lymphocytes T était constitué de protéines différentes. Tout ce qu'on avait vu, c'est que des anticorps marquaient ce complexe, toujours exprimé de façon simultanée, je dirais, mais c'est par la suite qu'on a vu qu'il s'agissait en fait de protéines différentes. Et donc collectivement, on appelle tout cet attirail, aussi bien les hétérodimères epsilon delta que gamma epsilon que l'homodimère zeta, on appelle tout ça le CD3. Mais on pourra trouver des anticorps anti-CD3 qui se fixent plutôt sur la chaîne epsilon, plutôt sur la chaîne zeta, etc. Alors, c'est ce complexe CD3 qui intervient dans la transduction du signal d'activation vers l'intérieur de la cellule, et notamment grâce à des motifs d'activation avec des tyrosines qui sont placées en position tout à fait spécifique et qui vont, on en parlera dans le dernier cours, dont la phosphorylation va provoquer une sorte de cascade d'activation qui va aboutir à la transcription des gènes. Donc on parle d'un complexe multimérique qu'on appelle le complexe CD3. Ce sont donc 3 dimères qui n'interviennent pas dans la reconnaissance du peptide. Encore une fois, ne confondez pas CD3 et CDR3, ça n'a rien à voir du tout. Ça peut bête, mais il y a quand même des questions d'examen qui se basent sur cette possible confusion, donc faites-y attention. CD3, c'est Cluster Designation numéro 3. CDR3, c'est Complementarity Determining Region, donc c'est des choses qui n'ont strictement rien à voir.
Alors, très important, euh, oui, donc je pense qu'il y a une dia qu'on peut supprimer, voilà, celle-ci certainement. Non, voilà. Donc très important, il est évidemment en clinique, on aime bien savoir la proportion de lymphocytes T dans le sang d'un patient. Hein. C'est important parce que dans certaines maladies, on va avoir une chute des lymphocytes T et pas des lymphocytes B, par exemple. Et donc on a besoin d'anticorps qui marquent tous les lymphocytes T du patient, en tout cas tous les lymphocytes T circulants. Et on pourrait se dire, bon, on va utiliser un anticorps dirigé contre le TCR, mais le problème, évidemment, c'est que le TCR, il est variable, euh, parce qu'il reconnaît des choses différentes. Alors c'est très difficile, on pourrait se dire aussi qu'on va fabriquer un anticorps qui se fixe sur des régions relativement constantes du TCR, mais il n'y en a pas, puisque les chaînes V-bêta, etc., sont par définition différentes. Donc en pratique, ce qu'on fait, c'est pas marquer le TCR, c'est marquer le CD3. Puisque tous les lymphocytes T, y compris les gamma delta, ont le complexe CD3. Donc on utilise des anticorps dirigés contre une des protéines du CD3, qu'on a produit chez la souris par exemple, des monoclonaux de souris, et c'est avec ça qu'on va marquer les lymphocytes du sang humain pour déterminer la proportion qui parmi ceux-ci sont des lymphocytes T. Donc quand le laboratoire vous dit voilà, il y a 60% de lymphocytes CD3, ça veut dire 60% de lymphocytes T. Vous ne verrez jamais dans les laboratoires de routine d'évaluation de la proportion des lymphocytes T alpha-bêta par exemple. Ce sera toujours basé sur le CD3. Alors on utilise aussi les anticorps anti-CD3 au laboratoire quand on veut faire proliférer les lymphocytes T, parce qu'ils vont vraiment directement aller titiller ces hétérodimères qui interviennent dans la signalisation, et tous les lymphocytes T vont proliférer, vont être activés indépendamment de la spécificité du TCR. On utilise aussi, mais c'est assez rare, des anticorps anti-CD3 comme immunosuppresseurs qu'on injecte aux patients parce qu'ils vont aller se fixer sur tous les lymphocytes T et activer le complément par exemple et détruire tous les lymphocytes T du patient. Ça se fait parfois quand on veut arrêter un rejet de greffe par exemple. Mais bon, on y reviendra dans les cours de pathologie. Alors je vous ai dit que ces chaînes du CD3 exercent leur fonction grâce à ces motifs bien particuliers qui sont ici symbolisés en bleu, c'est ce qu'on appelle des ITAM. Donc les ITAM, ce sont des motifs d'activation basés sur la tyrosine et qu'on trouve au niveau des immunorécepteurs, donc en l'occurrence le BCR et le TCR. Et ce que cette formule compliquée illustre, c'est tout simplement, souvenez-vous, dans la nomenclature, Y, ce sont des tyrosines, et ce sont donc des tyrosines qui vont être placées à un espacement tout à fait spécifique, avec des acides aminés spécifiques en position qui est toujours la même. Et ces deux tyrosines à ces positions-là pourront être chacune phosphorylées et aboutir à cette cascade d'activation dont je vous ai parlé. Ce sont les ITAM. Alors, on trouve aussi des ITAM au niveau du BCR, au niveau des hétérodimères Ig-alpha, Ig-bêta. Ici, les ITAM sont symbolisés en jaune et pas en bleu. Alors, vous avez ici une évaluation de l'affinité des interactions récepteurs-ligands au niveau, par exemple, des récepteurs pour l'insuline, par exemple, ou au niveau de molécules d'adhésion, hein, notamment les intégrines, pourrait-on dire. Souvenez-vous, plus la constante d'affinité est faible, plus l'affinité est grande. Et comme vous voyez, les anticorps balayent une grande gamme d'affinités, hein, sur 5 ordres de grandeur. Ça, c'est lié à l'hypermutation somatique. Ça veut dire qu'un anticorps en début de réponse immunitaire a une faible affinité, et au fur et à mesure de l'hypermutation somatique va gagner considérablement en affinité. Souvenez-vous, c'est très important, notamment pour le pouvoir neutralisant des microbes.
Par contre, le TCR a une très faible affinité et garde sa très faible affinité puisqu'il n'y a pas d'hypermutation somatique. La conséquence de ça, c'est que si on veut une interaction stable entre un lymphocyte T et la cellule présentatrice d'antigène, il faut stabiliser l'interaction, sinon le signal d'activation ne passera pas. Et ce sont des corécepteurs qui vont jouer un rôle absolument essentiel dans cette stabilisation. Donc clairement, c'est le TCR qui est le master switch, l'interrupteur qui détermine si oui ou non l'activation va se passer, mais il est nécessaire mais pas suffisant. Il faut que des corécepteurs entrent en jeu pour que cette activation se produise. Alors il y en a plusieurs. Les premiers qui ont été découverts, vous les connaissez déjà, c'est le CD4 et le CD8. Alors voici leur structure. Ce sont aussi, comme vous l'avez remarqué, des molécules de la superfamille des immunoglobulines. Vous reconnaissez ces fameux domaines avec les ponts disulfures. Détail qu'il est inutile de retenir, le CD4 est un monomère, le CD8 peut être, selon les cas et selon le type de lymphocyte T, un homo ou un hétérodimère, mais très important. Le CD4 interagit directement avec une chaîne de la molécule CMH2, j'ai oublié si c'était l'alpha ou la bêta, peu importe. Le CD8 interagit quant à lui avec la chaîne alpha du CMH1. Et c'est extrêmement important. Si cette interaction ne se fait pas, le lymphocyte T ne proliférera pas, il n'y aura pas de réponse. Donc c'est réellement critique dans la stabilisation de l'interaction entre le lymphocyte T et la cellule présentatrice d'antigènes. Vous remarquez que le CD4 notamment a une partie intracytoplasmique significative, si bien que en plus de son rôle, je dirais, de stabilisation de l'interaction, ces corécepteurs vont eux-mêmes contribuer à générer des signaux d'activation qui vont vers l'intérieur de la cellule. Voilà, ça vous rappelle simplement cette interaction entre le CD4 et la molécule CMH de classe 2, chaîne bêta en l'occurrence, et le CD8 avec la chaîne alpha du CMH1. Ce double rôle dont je vous ai parlé, donc à la fois augmenter la stabilité de l'interaction, ici on devrait plutôt dire, ils ne vont pas augmenter l'affinité, ils vont augmenter la stabilité de l'interaction. Donc, il stabilise l'interaction entre le lymphocyte T et la cellule présentatrice d'antigènes, mais ils vont aussi générer des signaux d'activation. Alors, CD4 et CD8, c'est les premiers corécepteurs qui ont été identifiés dès les années 70-80, je dirais. Et puis, on a vu par la suite que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Faut pas concevoir, quand on pense à une activation de la cellule présentatrice d'antigènes et du lymphocyte T, une interaction entre les deux, on s'imagine que c'est un truc qui est rapide, mais en fait non. Ce sont des cellules qui vont devoir entrer en contact l'une avec l'autre et échanger des signaux pendant plusieurs heures pour déterminer si l'activation va se produire, quel type d'activation va se produire. Donc on a des phénomènes d'une extrême complexité qu'on peut plus assimiler à un dialogue qu'à une simple activation on-off. Et donc on a introduit le concept de synapse immunitaire, un petit peu par analogie avec le système nerveux, où des signaux très complexes vont s'échanger entre le lymphocyte T, qu'il s'agisse d'un helper ou d'un cytotoxique, et la cellule présentatrice d'antigènes. Alors bien évidemment, le TCR est au centre. Sans l'implication du TCR, l'activation de toute façon ne se produira pas, mais des corécepteurs jouent un rôle fondamental, à la fois à titre de stabilisant, mais aussi comme générateur de signaux. Dans cette mécanique très compliquée, on pourrait comparer ça à un phénomène computationnel d'une certaine façon,
Alors le CD4, il est critique, c'est lui qui est représenté ici, le CD8 aussi, mais vous avez d'autres corécepteurs dont on va abondamment parler dans le dernier cours, notamment comme CD28, qui est d'une extrême importance, parce qu'il va vraiment conditionner lui aussi l'issue de cette interaction. Voilà, ceci est la fin de la première partie de ce 7e cours.